Bonjour. À la lecture de votre site, je constate que vous proposez deux axes de travail. Pour l'un, il s'agit d'effectuer un développement personnel, et pour l'autre, je constate que vous proposez aussi le combat rapproché et la survie. Je ne comprends pas bien le rapport qu'il y a entre les deux, si rapport il y a, parce que pour moi, le développement personnel évoque un développement intérieur et spirituel, un travail sur soi, alors que le combat rapproché et la survie impliquent forcément un travail physique intense. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur cette contradiction qui me semble apparente? Je vais essayer, en tout cas, votre question est fondamentale parce qu'elle nous place directement au cœur du sujet. Sans faire d'histoire de la pensée, quelques repères s'imposent tout de même. Remontons aux pythagoriciens, par exemple, pour qui le corps était le tombeau de l'âme. On s'inscrit ici dans une vision dualiste. Vous voyez bien le corps, l'âme. À l'époque antique, vous aviez deux grandes options possibles pour concilier à la fois la paix intérieure et puis la solidarité entre les hommes. Ces deux options majeures étaient celle du matérialisme et celle de l'idéalisme. Pour des raisons historiques, c'est l'option idéaliste qui s'est imposée. Il y a eu le triomphe de l'ascèse platonicienne, renforcé par l'avènement du christianisme et son embarras à l'endroit du corps. Donc la manière dont vous posez la question s'inscrit dans cette vision duelle du monde. Le corps, l'âme. On pourrait citer d'autres exemples. On a, pour reprendre la terminologie nietzschéenne, des Interwelt, l'arrière-monde, le monde ici-bas, le bien, le mal, etc. Une vision duelle. En Extrême-Orient, prenons l'exemple de la Chine en particulier, il n'y a pas de scission fondamentale entre le sensible et l'intelligible, entre un il y a et il n'y a pas. Bien sûr, vous aurez des développements philosophiques, littéraires, sur les rapports dichotomiques entre ces deux choses, mais il n'y a pas cette dualité primordiale, foncière. Un exemple, le premier chapitre du livre de la voie et de la vertu, le Tao Te Ching, le Lao Tzu, vous avez une phrase fondamentale, il est question du il y a et du il n'y a pas, ce qui a un nom, ce qui n'a pas de nom, et vous avez ensuite cette phrase, Tongshu er Yiming, qui sortent pareillement et qui portent des noms différents. Et tout est là. C'est-à-dire que vous avez, pour tous les phénomènes du vivant, une seule et même origine, qui va ensuite impliquer des degrés de matérialité différents. Et donc, le seul réel auquel vous avez à consentir est celui qui vous entoure et celui duquel vous participez. Comprenez bien que, au départ, il y a toujours une physique, c'est-à-dire une compréhension du monde tel qu'on croit qu'il est. À partir de cette compréhension du monde, on développe un positionnement à l'endroit du monde. C'est-à-dire qu'on va donc développer une éthique. À partir du moment où vous considérez qu'il n'y a pas de dualité primordiale, vous repositionnez votre corps différemment. Et donc vous impliquez votre corps bien davantage dans votre démarche philosophique, spirituelle. C'est un premier point. Le deuxième point, qui n'est pas le moindre, c'est qu'en Chine, tout s'articule autour d'une vision analogique entre un macrocosme et puis des microcosmes. Et ce qui fait le génie chinois, c'est d'avoir su dégager des principes fondamentaux dans tous les champs de l'expressivité humaine, dans tous les champs de l'activité humaine et dans les champs du cosmos, dans les champs du monde. Une fois que vous intégrez ces principes fondamentaux, vous comprenez la théorie en matière d'architecture, de musique, de peinture, d'arts martiaux, etc. Bien sûr, il vous manque le savoir-faire, la technique, mais vous comprenez les principes fondamentaux. Je me retrouve régulièrement à former des gens, à accompagner des gens, avec des parcours fort différents. J'ai par exemple affaire à des gens issus d'unités spéciales, de forces spéciales, des gens qui ont connu la guerre, qui travaillent régulièrement sur des théâtres d'opération, qui mettent leur vie en danger, et puis des gens stressés dans la vie quotidienne, la vie urbaine, des cadres d'entreprise. Alors évidemment, ces gens-là pensent venir chercher des choses différentes qui leur conviennent à chacun. Je vais évidemment les faire travailler selon des modalités qui leur correspondent à chacun. Mais les principes fondamentaux qui vont sous-tendre ces modalités de travail sont pour moi les mêmes. Ce sont en particulier la perception et l'intention. Comprenez bien que le travail de la perception et de l'intention vont être fort utiles pour l'agent des forces spéciales et vont être fort utiles également au cadre d'entreprise. Dans les deux cas, ils seront à même, dans l'instant, d'établir une distance avec l'événement pour mieux s'adapter à l'événement, chacun avec ses spécificités. Voilà, une façon de répondre à votre question.
Si je comprends bien, lorsque je viendrai vous voir, il s'agira pour moi de travailler et une partie physique et une partie intellectuelle. Ça peut être le cas, effectivement. C'est-à-dire que, entendons-nous bien, la perception et l'intention impliquent le corps, dans tous les cas. Alors, on développera des degrés de perception et d'intention différents, des degrés de vigilance différents. Euh, la perception passera par le travail de conscientisation, le travail aussi d'observation, le travail d'appropriation. Dans l'instant, une situation donnée, vous, pour ne pas être emporté par l'événement, vous devez avoir la capacité de créer une distance de détachement par rapport à cet événement-là, de manière à pouvoir l'épouser au mieux. Ça va être le travail de perception. Cet espace de détachement, ce vide que vous créez, il faut ensuite l'occuper, d'accord, pour épanouir votre présence dans l'instant. Et ça va être le travail d'intention. Bien sûr, dans le travail, on va d'abord mettre en place la dynamique autour de la perception, puis viendra celle de l'intention, étant entendu que l'idéal étant d'associer les deux dans une dynamique parallèle. Pour autant, les gens avec qui je travaille, souvent, n'ont pas, avant de venir me voir, mis en place cette application du corps, et donc on doit amorcer un travail intellectuel. C'est très intéressant. Prenons deux exemples, à partir de Sénèque, que j'aime beaucoup. Travail sur la colère, travail sur la quiétude, qui implique donc aussi le travail sur la colère. Vous pouvez très bien choisir des extraits dans le traité sur la colère de Sénèque, des extraits qui vont vous toucher, qui vont vous parler, et à partir de là, vous enclenchez une démarche intellectuelle qui vous fera intégrer le bien fondé de la démarche. Mais cette seule démarche intellectuelle ne suffira pas. On sort là du cadre habituel, né de la dualité, du corps, qui sera cultivé uniquement pour la guérison de l'âme, pour reprendre la terminologie philosophique. Cette dynamique seulement intellectuelle ne suffira pas, donc on impliquera le corps. On peut, en deuxième exemple, envisager celui de la nécessité de vivre l'instant. On lira le traité sur la brièveté de la vie de Sénèque et on comprendra tout l'intérêt de vivre sans laisser passer la vie. Mais cette seule démarche intellectuelle ne suffira pas. Il faudra impliquer le corps pour être présent dans l'instant, pour être présent face à l'événement. Et donc, la démarche intellectuelle en premier lieu pour enclencher une dynamique, puis vient ensuite la démarche corporelle, qui elle, ma foi, se tient sur deux jambes, la perception et l'intention. L'idéal étant que l'ensemble ne fasse qu'un, ce qu'on appellera en chinois le shui, préserver l'un, dont l'une des modalités essentielles est la cohérence dans l'existence. Merci pour vos réponses. Je vous en prie.